Marie Barsac avec nous. Donc, comment ça s'est passé tout à l'heure à la Fédération? Est-ce que ça a été constructif? Est-ce que vous pensez que quelque chose va sortir de ce rendez-vous initié par la Fédération où tous les acteurs du foot étaient présents? Oui, vous avez raison de souligner qu'il y avait tout le foot professionnel qui était présent autour de la table et j'ai trouvé un climat vraiment constructif. Le début de la réunion a eu pour objet de poser le constat, le diagnostic, où on en est aujourd'hui dans le football professionnel et pourquoi aujourd'hui il est temps de se mettre autour de la table pour changer les choses, pour repenser un modèle économique plus viable, moins télédépendant, moins peut-être aussi transfert dépendant, et puis aussi repenser la gouvernance pour mettre plus de sérénité et surtout inspirer de la confiance pour les investisseurs, que ce soit évidemment les diffuseurs, mais aussi les sponsors. La première question, le où on en est, en fait, on le savait avant que la réunion démarre. Où on en est? On est en pleine période de crise et oui, mais face il y a à un deux bilan crises absolument catastrophique. Oui, mais en fait, économiquement. il y a deux crises. Il y a une crise plutôt conjoncturelle aujourd'hui qui a été mise à jour avec les relations difficiles entre DAZN et la LFP. Mais il y a une crise plus structurelle qui date de l'époque de Mediapro, qui a mis en danger financièrement l'économie des clubs parce que le modèle économique n'était pas bien posé et que quand il y a eu une réduction drastique des revenus, notamment des droits télé, les clubs se sont retrouvés dans des situations économiques très délicates. Et aujourd'hui, c'est vrai que le président de la DNCG était présent à cette réunion. Il a pris la parole et il a posé clairement, objectivement, le constat pour que chacun prenne la mesure de la situation et surtout pour appeler chacun à la raison et à se mobiliser vers un objectif commun. Ça, c'est vraiment un point très important. Oui, mais Madame la Ministre, le problème, c'est la crédibilité des gens qui étaient dans cette réunion, parce que la personne que vous venez de citer, le président de la DNCG, Monsieur Mikeller, qui soi-disant est un génie de la finance, on en a connu d'autres à d'autres époques d'ailleurs, lui, il avait dit il y a 2 ans, c'est bon, le football français est sauvé, au moment de l'accord avec CVC, donc il répétait ce que lui disait Vincent Labrune, qui répétait lui-même ce que disait Nasser Al-Khelaifi, et un an après, c'était cet été, au moment où il a regardé les comptes, c'est la catastrophe. Donc, moi, je ne sais pas, des gens aussi pointus, aussi géniaux, qui ont des analyses aussi mauvaises, et puis c'est bien commode de dire depuis Mediapro, pardonnez-moi, mais c'est vraiment les phrases de Vincent Labrune qui à chaque fois remontent à Mediapro, mais derrière, il a géré, il s'est retrouvé... Vincent Labrune était présent au CA de la Ligue quand le choix de Mediapro a été fait, il a fermé la porte à Canal+, il a fait venir CVC, il a mal réparti l'argent de CVC, soi-disant on devait être sauvé avec le 1,5 milliard, et finalement on se retrouve dans une crise économique aujourd'hui. Donc pardonnez-moi, on s'y perd quand même, on ne sait plus où on est. C'est vrai. Ce qui est important quand même de retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a eu la décision de mettre en place 3 groupes de travail. Un groupe de travail sur la gouvernance, un groupe de travail sur le modèle économique et un groupe de travail sur le contrôle de gestion. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on pense le contrôle de gestion différemment de son rôle aujourd'hui. Ce sont des gens en interne qui vont gérer ça, qui sont connus des acteurs. Compris, là, donc, aujourd'hui, la conclusion de la réunion, la sortie de cette réunion, c'est la mise en place de ces 3 groupes de travail. Donc, chacun présidé par un président de club. Donc, pour la gouvernance, c'est Marc Keller qui va présider ce groupe de travail, auquel vont s'associer d'autres clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Un autre groupe de travail dédié au modèle économique. Et là, c'est le président d'Auxerre et le président de Toulouse, Baptiste Malherbe, qui vont présider ce groupe. Et un troisième groupe... Président de Toulouse. Qui est intéressant sur le contrôle de gestion. Et ça, c'est intéressant sur le contrôle de gestion parce que ça veut dire qu'on se pose la question de savoir comment doit être aujourd'hui, demain, organisé le contrôle de gestion. Est-ce que simplement on fait un constat au moment où les clubs viennent présenter leur bilan financier et leur budget prévisionnel, ou est-ce qu'on donne un autre rôle au contrôle de gestion pour peut-être prévenir... Quel président va gérer ? Ça, c'est le groupe de travail qui va devoir le président... Pierre Caillot. Parce que si les présidents de chaque groupe de travail sont les amis de Vincent Labrune, il y a encore là un problème de gouvernance. Écoutez, aujourd'hui, c'était les présidents de Ligue 1, de Ligue 2 et la fédération qui étaient autour de la table. Maintenant, ils ont à se prononcer dans quel groupe de travail auquel ils veulent participer. C'est aussi démocratique que les présidents se prennent en charge et choisissent les thématiques sur lesquelles ils veulent travailler en priorité. Donc maintenant, c'est le modèle qui est choisi, c'est-à-dire les présidents qui se prennent en main. Et ça, c'est important parce que c'était vraiment ça l'objectif de cette réunion. C'est cette volonté quand même d'aller de l'avant et de construire de façon collective. Moi, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans cette réunion, une volonté quand même commune d'avoir un projet commun. Et c'est pas si anodin pour le football professionnel. Bon, nous, on suit ces affaires de très près depuis le début.
Et quand on voit les présidents dans des enregistrements audio, dans des réunions entre eux, qui sont incapables de se mettre d'accord, qui s'engueulent, qui se traitent de cow-boys ou de je sais pas quoi, on se dit, mais est-ce que eux-mêmes vont y arriver? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de compétences extérieures, de gens qualifiés qui viennent et qui disent, écoutez, nous, on va, voilà, là, on reste dans l'entre-soi du foot. Pour compléter ta question, est-ce que, Madame la Ministre, il n'y a pas un besoin de mise sous tutelle à l'heure actuelle du foot français? Je ne crois pas que ce soit ça le sujet. Aujourd'hui, ce qui est quand même important, c'est de dire que, il y a un constat partagé. Donc, oui, il faut évoluer. Oui, il faut arrêter de dégrader l'image du football. Et ça, c'était un point important aussi tout à l'heure. On y a passé du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que l'image du football est dégradée parce qu'effectivement, il y a des présidents qui se répandent dans la presse et qu'on voit des altercations, ou en tout cas des divergences de présidents qui sont dans la presse. Et ça nuit à l'image. Il y a aussi, je crois que vous allez y revenir, eu des infractions graves sur l'arbitrage et des attaques à l'arbitrage, et ça qui donne aussi une extrêmement mauvaise image du football. Et donc ces sujets-là, ils sont aujourd'hui suffisamment importants pour que les présidents disent stop, maintenant on arrête, on se raisonne et on se met derrière un projet commun et on travaille dans les prochaines semaines à construire ce projet commun. Juste quand même, c'est pas parce que ça sort dans la presse que c'est un problème, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas capables de s'auto-discipliner, c'est un problème. Non, mais oui, vous avez compris ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de laver son linge sale en public, on le fait en famille. Précision simplement sur les groupes de travail, comme disait Madame la Ministre, donc c'était Marc Keller pour le premier sur la gouvernance, la stratégie économique sera Baptiste Malherbe, et c'est Ivan Gazidis et Damien Comolli pour le contrôle de gestion. Ivan Gazidis qui est à Saint-Etienne. Voilà. Madame la Ministre, Gilbert disait que vous êtes là depuis 3 mois. Ce monde que vous découvrez, ce monde du foot de l'intérieur, vous voyez quoi en fait quand vous assistez au cirque révélé par complément d'enquête? Nous, on en avait parlé également, ces comptes rendus de réunion, ces dissensions très fortes à l'intérieur de l'institution, Philippe Diallo qui est au-dessus mais qui s'exprime peu. Comment peut-on s'en sortir sans changer les personnes? Ça s'est jamais vu dans aucune entreprise, à la tête de l'État. Quand il y a des solutions de crise comme ça, ceux qui ont mis les gens dans la mouise, qui ont créé cette crise, comment peuvent-ils eux-mêmes se sortir de cette crise? C'est quand même incroyable. CVC a demandé la tête de la Brune. Vous étiez à la réunion, vous avez assisté à ça. CVC, qui soi-disant est le fonds d'investissement qui a été ramené par Vincent Labrune, lui fier de dire ça à tout le monde. CVC, on a sauvé le football français, machin. Aujourd'hui à la Réunion, CVC a demandé la tête de Labrune. Quand vous assistez à ce spectacle, vous pensez quoi? Alors déjà, j'ai travaillé 8 ans à la Fédération française de football, donc je connais ces modes de fonctionnement compliqués et le football est un secteur d'activité compliqué. J'ai siégé aussi 2 ans au COMEX, donc là, en tant que bénévole à l'époque. Je n'étais plus salarié de la Fédération à l'époque, j'étais à Paris 2024 et j'ai passé 2 ans au COMEX de la Fédération et donc évidemment la LFP y siégeait et donc j'ai pu voir les différents débats et travaux de l'époque. Le football est un milieu de passion, comme vous le savez, avec ses débordements, ces extravagances. Aujourd'hui, ce qui est certain quand même, c'est que la situation est vraiment grave et qu'il y a vraiment un appel à la responsabilité. Et je crois vraiment que les présidents de club ont conscience qu'il ne faut plus dégrader le produit et qu'aujourd'hui, on a besoin de redonner une valeur à ce produit, aussi bien pour le diffuseur que pour les sponsors, mais surtout pour les fans aussi. Et ça, c'était le message que je leur ai adressé. On a vraiment aussi, ils ont une responsabilité, on a une responsabilité vis-à-vis des fans de football. On est un pays de football, les Français adorent le football et le football prend une place énorme dans notre société. Et sur le sujet de l'exemplarité, c'est important parce que les débordements qui peuvent avoir lieu dans le football, on va les retrouver dans la société et vice-versa, vous le savez. Et donc c'est pour ça quand le poisson pourrit par la tête, quand en haut, vous avez une institution aussi mal gérée, je vais reposer la question, comment les gens qui nous ont mis dans cette situation peuvent nous en sortir? Ça n'est pas possible. Vous avez aujourd'hui... clairement, je ne comprends pas que le football français ne sorte pas ce président. Alors écoutez, aujourd'hui, il y a ces 3 groupes de travail. C'est pas votre pouvoir. Non, c'est pas mon pouvoir. On va y venir d'ailleurs. C'est pas mon rôle. Il y a des instances qui ont été.
Alors, le rôle peut-être du ministère Oui, par rapport à la Ligue. On dit toujours que vous êtes la tutelle ultime. Je tiens à ma question. Est-ce que vous croyez que ceux qui nous ont mis dans cette situation de crise peuvent nous en sortir? Pour moi, c'est impossible. Et d'ailleurs, à l'intérieur, on y croit de moins en moins. En tout cas, ce que je pense et ce que j'espère, c'est que les groupes de travail qui viennent d'être mis en place et qui vont avoir une responsabilité pour travailler sur ces 3 enjeux majeurs pour le football auront tout intérêt à regarder ce qui se passe ailleurs, donc dans d'autres pays, dans d'autres organisations, pour inspirer le nouveau modèle du foot français. Ça, c'est important. Et cette réforme qui va être proposée, elle doit forcément solliciter de l'avis extérieur. Ça, c'est essentiel. Et je pense que c'est dans l'état d'esprit des présidents qui vont travailler dans ces groupes de travail d'aller chercher de l'expertise à l'extérieur. Mais vous regarderez ça de près parce que moi, je reçois déjà des messages de présidents qui me disent bon, on a fait 3 groupes de travail, c'est mytho, il va rien en ressortir. Écoutez, non, moi je vais regarder. Alors, je reviens sur votre question peut-être. Oui, la question, je vous la repose pour que tout le monde comprenne bien. C'est un peu de la pédagogie en quelque sorte, mais quand on est ministre des Sports, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez le pouvoir de révoquer un président de fédé, de révoquer un patron de ligue? Vous êtes la tutelle ultime. Amélie Oudéa-Castéra a sorti Noël Le Graët. Oui, mais alors avec une procédure un peu spéciale. Elle s'est démerdée avec ce qu'elle a pu, mais elle l'a fait. Et elle l'a bien fait. Donc, le rôle, le ministère des Sports donne aux fédérations une délégation de service public pour que ces fédérations puissent organiser le sport en France et notamment délivrer des titres, champion de France, etc. Ensuite, pour certains sports où il y a un secteur professionnel, la fédération peut subdéléguer à une ligue professionnelle l'organisation des championnats. C'est ça la règle. Le retrait de la délégation, donc ce que vous évoquez, ça c'est très documenté et c'est assez rare. On a eu quelques retraits de délégation, par exemple en 98, le retrait de la délégation de la Fédération française d'haltérophilie, elle s'est fondée sur le fait qu'à l'haltérophilie, il y avait un système organisé de dopage et également de corruption financière et en tout cas de financement catastrophique. Et donc du coup, l'État a repris la main et a géré la Fédération française d'haltérophilie. Là, on a un conflit d'intérêt évident entre le président d'un club, le PSG, et le diffuseur. Conflit d'intérêt, l'État pourrait intervenir. Non, le parquet national financier s'est penché sur toutes les affaires et dessus d'ailleurs sur les affaires de la Ligue. Un sénateur, enfin plutôt 2 sénateurs ont également absolument tout décortiqué. Il y a largement matière à ce que l'État intervienne quand même. En fait, non. Quand vous regardez les textes, aujourd'hui, rien n'interdit qu'un président de club peut aussi être partie prenante du diffuseur. Et on trouve ça normal. Non, on ne dit pas que c'est forcément normal et moral, mais en tout cas, c'est une réalité. En plus, là, c'est un peu spécial parce que c'est un conflit d'intérêts à l'envers. Mais en tout cas, il est certain qu'aujourd'hui, les textes... Je suis content d'entendre que c'est un conflit d'intérêts, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à le comprendre. Mais les textes n'empêchent pas cette situation. Donc, les textes, on doit les changer, c'est inadmissible. Vous avez des sénateurs qui travaillent sur le sujet, vous venez de le dire. Cette proposition de loi qu'il mène, là, on a eu le sénateur Savin il y a quelques jours qui nous a raconté... Oui, alors j'échange avec lui parce qu'effectivement, il est en train de travailler sur cette proposition de loi. On a besoin, on y reviendra peut-être sur le piratage, d'avancer vite et fort. C'est un vrai sujet, ça. Je sais que vous êtes sensible à ça, et vous avez raison. Tout à fait. Donc, on échange avec Michel Savin et Monsieur Lafont sur le sujet. Et sur l'évolution, oui, ils ont des démarches intéressantes. Moi, ce qui est important, c'est d'échanger avec eux pour que leurs propositions, elles aillent vraiment dans l'intérêt du football au global. Le football pro, mais amateur, pour, encore une fois, l'intérêt des fans et puis des jeunes, parce que vous le savez aussi, le foot joue un rôle majeur en termes d'éducation. C'est quand même le 3e lieu éducatif en France. Et ça, c'est pas neutre et c'est une grosse responsabilité pour les acteurs du football. Finalement, Madame la Ministre, il n'y a pas un problème parce que Amélie Oudéa-Castéra, on l'a dit, a réussi à sortir, entre guillemets, Noël Le Graët, effectivement, par rapport à des faits qui étaient très différents, puisque quelque part, on a pu aller derrière les accusations de harcèlement moral ou sexuel pour l'obliger à sortir. Donc ça, c'est une chose. Mais là, on s'aperçoit que s'il n'y a pas de textes, comme vous dites, qui vous permettent d'intervenir, est-ce que vraiment vous avez du pouvoir? Parce qu'on a la sensation qu'en gros, on a créé, là, aujourd'hui, que le foot français, en gros, se donne bonne figure en disant, voilà, on a créé des commissions ad hoc pour plonger sur le sujet. Est-ce que vous n'avez pas la sensation, vous, que ça va être compliqué d'intervenir? On a l'impression que s'il n'y a pas un souci, comme s'il y a eu sur Le Graët, ou s'il n'y a pas médiatiquement une pression dingue qui est mise sur un président, en gros, il n'y a pas vraiment de moyen d'intervenir. On a l'impression que les présidents font leur tambouille malgré tout, ils retournent très vite dans leur tambouille interne. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais présente à cette réunion pour l'ouverture et c'était important et c'était déjà une opportunité de leur adresser un message et les appeler à la responsabilité.
vraiment déjà, et de leur dire que c'est maintenant qu'il faut réagir, c'est maintenant qu'il faut penser le nouveau modèle du football, à la fois sur la gouvernance, le modèle économique, et que c'est vraiment de leur responsabilité et qu'ils ont une responsabilité importante. Donc moi, j'ai un rôle de vigie là-dessus. Donc effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'infraction qui me permettrait d'intervenir comme avait pu intervenir Amélie avec la saisine d'un article 40 face à des faits avérés ou pas, en tout cas qui lui avait permis de saisir les tribunaux. Moi, c'est différent. Le contexte aujourd'hui, c'est des messages forts, c'est un encouragement et c'est une vigie et à être à côté d'eux pour bien m'assurer qu'il y aura cette refonte. Qu'il y a une forme d'impunité du côté des gens du foot en général. C'est en gros, le ministre peut nous dire ce qu'il veut ou la ministre peut nous dire ce qu'elle veut. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, et c'est souvent ce qu'ils disent. Souvent, ils ont un peu de mépris pour le ministre des Sports. Je ne suis pas vous, hein. En règle générale, on les entend. Oh, ils nous emmerdent, qu'est-ce qu'ils s'y connaissent. Mais on va aujourd'hui, se gérer entre même nous, la première c'est un peu leur phrase. Je vais reparler de Vincent Labrune juste, et après je vous donnerai la parole. Même quand il était venu devant la commission d'enquête du Sénat de mémoire, la première fois qu'il est intervenu, la façon dont il s'était adressé à la représentation nationale montrait bien à quel point il y avait une forme de mépris de la part du foot pro à l'époque. Maintenant, ils mettent un peu ils font plus profil bas. Moi, c'est ça qui m'inquiète, surtout pour bien connaître ce milieu-là. Oui, bien sûr, mais j'ai peur de l'impuissance entre guillemets. Vous avez raison, mais aujourd'hui, quand même, le football est face à ses responsabilités parce qu'aujourd'hui, ça se passe pas bien avec le diffuseur d'aujourd'hui. Ça s'est pas forcément bien passé juste avant. Et puis, l'image du football est vraiment mise à mal. Je ne sais pas comment vont réagir les sponsors des uns et des autres, de la Ligue, mais aussi des clubs individuellement qui l'image est vraiment détériorée. Hein. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les présidents sont en capacité de réagir et qu'ils vont faire ce travail d'introspection et d'aller chercher de l'expertise, parce que vous avez raison, c'est une clé de la réponse, c'est d'aller chercher de l'expertise à l'extérieur. Alors, il y a un dossier très important qui concerne l'État français, c'est le piratage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'Arcom qui mène la chasse au piratage. Mais on se rend compte que DAZN n'est pas content du tout. C'est même une des raisons pour lesquelles DAZN a refusé de payer. C'est une chasse complètement ratée, mais l'Arcom en mène beaucoup des ratés. Donc pour l'instant, effectivement, les chasseurs de l'Arcom ne sont pas hyper efficaces. Alors, est-ce qu'il faut revoir la façon de faire ? Est-ce qu'il faut faire appel à d'autres sociétés pour s'occuper du piratage ? Que pouvez-vous nous dire ce soir là-dessus ? Vous m'avez appris la dernière fois qu'on en a parlé ensemble à quel point c'était catastrophique. Je ne sais pas si vous avez encore les chiffres, j'imagine. Dites-les nous. Quand vous me les avez dit, c'était incroyable l'échec que ça représente. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme le dopage à une époque où on court toujours après les dopeurs, on a toujours un train de retard face à ceux qui commettent ces délits. Aujourd'hui, sur le piratage, il y a vraiment une volonté d'agir très vite et rapidement parce que la situation est effectivement critique. Les solutions, elles sont assez simples. D'abord, il faut, et c'est la proposition d'ailleurs de loi qui est portée par Michel Savin, sur laquelle on discute pour qu'on puisse avoir cette évolution très rapidement. Il faut qualifier de délit le piratage. C'est vraiment un délit et il faut pouvoir sanctionner, pas ceux qui bénéficient. Donc c'est un peu comme la loi de la protection des fraudes, enfin comment on appelle ça, vous savez, des vêtements qu'on achète qui sont de la contrefaçon. On va pas délit, c'est taxer l'utilisateur final, mais bien celui qui organise le fournisseur. Donc là, le délit de piratage, hyper important pour ceux qui agissent et qui piratent. Deuxièmement, il faut aussi outiller d'autres acteurs que l'Arcom, et en tout cas, il faut pouvoir donner des autorisations donc à des tiers de confiance qui vont aller faire ce travail. Vous aviez fait une comparaison entre ce que étaient capables de faire les Anglais et les Italiens et nous, c'est donc fou, effectivement, nous, on a 3 acteurs qui travaillent quand ils en ont 30 sur un même week-end. Donc on a effectivement... Le patron de DAZN nous expliquait que l'Arcom s'est fermé le week-end et que c'est là qu'il y a les matchs. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Donc du coup là, l'objectif, c'est sous le contrôle de l'Arcom, du régulateur, parce que ça c'est quand même important, on va pouvoir autoriser des acteurs à aller lutter contre le piratage. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que dans le modèle économique des droits télé, des diffuseurs, eux, ils sont prêts évidemment à payer cette lutte contre le piratage, parce que pour eux, c'est évidemment leur gagne-pain. C'est le nerf de la guerre. Voilà, exactement. Donc c'est même pas une question de moyens sur le sujet du piratage, c'est pas une question de moyens financiers, mais c'est une question d'outillage et donc d'autorisation d'acteurs. Ça peut aller vite. Alors. Et donc ça va aller vite. Et le troisième... Ils ont mis si longtemps que ça pour se rendre compte de ça. Oui, et le troisième sujet,
c'est de pouvoir aussi très rapidement donner la liste de ceux qui sont en infraction pour que les autorités compétentes puissent vraiment sanctionner et aller vite, donc accélérer ces procédures. Donc ces 3 actions, elles sont assez simples, et donc c'est la proposition de loi aujourd'hui qui a été rédigée par messieurs Lafont et Savin, les sénateurs, et donc sur lesquels on va avancer le plus rapidement possible dans le calendrier parlementaire pour pouvoir mettre en place des actions très rapidement pour lutter contre le piratage. Le piratage et la lutte contre le piratage, très bien, mais ce qui a déclenché aussi cette vague de piratage cette année en Ligue 1, c'est le prix que le diffuseur avait mis. C'est pour ça que quand on parle de ce qui se passe, que ce soit à la Ligue au niveau politique ou que ce soit du côté des diffuseurs sur le plan économique ou commercial, on va dire, cette erreur-là, elle a été évalué par tout le monde tout de suite sur l'idée qu'il valait en gros un abonnement à 15 € maxi. Il y a des études qui sont faites pour ça. Qui n'aurait pas été rentable, mais toujours est-il qu'on avait raison quand on disait ça. Et en tout cas, qui aurait fait qu'il y aurait moins de piratage parce que les gens seraient moins sentis, on va dire, agressés par le prix. Donc, le piratage, bien sûr, il faut lutter contre. Mais est-ce que l'erreur aussi de base, c'est pas l'erreur du diffuseur et donc quelque part l'erreur de la Ligue? L'erreur de la Ligue qui est allée chercher ce diffuseur sans vérifier le cahier des charges, avec un chiffre d'abonnés beaucoup trop surestimé. En fait, c'est la Ligue qui commet toutes les erreurs. Précisons-le, c'est la Ligue qui nous a mis dans cette situation, avec tous ces choix. En tout cas, aujourd'hui, nous, face à cette situation, il faut trouver des solutions. Et là, il y a un diffuseur, c'est son job de diffuser, et nous, on doit protéger le diffuseur du piratage. Et donc, c'est pour ça que l'État doit agir aux côtés. Et est-ce que vous pourriez aider aussi s'il y avait, on va dire, défaillance du diffuseur, ce qui est une possibilité à la fin de la saison, pour que s'il y a un projet, on va dire d'une chaîne de foot Ligue 1, est-ce que l'État, entre guillemets, pourrait lui aider en ce sens, en termes d'autorisation, en termes pour qu'il y ait un produit, on va dire, autonome et moins cher, on va dire, pour les téléspectateurs? Écoutez, aujourd'hui, déjà, la situation, c'est quand même qu'il y a un diffuseur, et jusqu'à preuve du contraire, c'est le diffuseur, il a des droits. Après, moi, mon rôle dans les réflexions, parce que pour élargir votre question, pourquoi je participe à ces travaux de la Ligue et de la Fédé, et pourquoi j'y suis attentive, c'est parce que je suis aussi aux côtés des instances pour trouver les évolutions qui seront nécessaires. Et si, dans les travaux, les fameux groupes de travail, il y a des nouveautés, et donc vous en évoquez une, mais il peut y en avoir d'autres, qui nécessitent des évolutions réglementaires législatives, moi je veux éviter, l'État sera finalement concerné, et donc je veux pouvoir donner mon avis et travailler avec eux à ces évolutions pour qu'elles soient évidemment dans le respect du droit français. Alors, je vais revenir un petit instant sur le discours, parce que je l'ai sous les yeux grâce à notre reporter Loïc Braillet, du discours que Vincent Labrune a tenu à la réunion de la Fédé tout à l'heure. En sortie de réunion. Il y a 2-3 trucs quand même. On va compter les mensonges. Alors, j'ai surligné quelque chose qui m'a interpellé. Alors, il dit la cause première des problèmes qu'on traverse, c'est le choix de Mediapro. Je rappelle une nouvelle fois qu'il était au CA de la Ligue quand ça s'est. Et même, ça n'est pas vrai. Attends, Daniel. C'est un mensonge. Alors, il revient ensuite au problème avec DAZN. Il dit DAZN nous accuse de ne pas ouvrir suffisamment nos clubs. C'est infondé, dit Labrune. On n'a jamais fait autant en ce sens. Dit-il. C'est discutable pour le coup. Ça, franchement, ça ne se voit pas. Moi, j'ai un exemple en date d'hier. Le match chez Lyon-Brest. Lyon, on se rappelle qu'ils ont signé quand même un partenariat avec DAZN tout récemment. Alors, avec tout le respect qu'on a pour ces deux joueurs, mais c'est Koumbedi et Aïdara que tu envoies à la mi-temps. Par exemple, le message envoyé, si tu veux promouvoir et aider ton diffuseur, tu peux aussi mettre des têtes d'affiche, par exemple, pour les interviews bord terrain. Après, il parle du piratage. Là, on en a parlé ensemble. Il dit la France a des années de retard en la matière. Il dit par ailleurs l'État ne peut pas d'une part appeler à une réforme du football et d'autre part rester les bras croisés lorsque des hordes de pillards viennent dévaliser chaque week-end le supermarché en consommant gratos. Bon. C'est le piratage. Il faut changer la loi, dit-il. Alors il dit, moi, vous le savez, on n'est pas les meilleurs amis du monde avec le sénateur Savin, mais Labrune semble ouvrir la porte au sénateur Savin pour l'élaboration d'une loi. Quand il sent que ça pue, il est prêt à payer un resto pour se racheter, de toute façon. On connaît ses méthodes. Donc, voilà. Il va inviter Savin au resto, il va l'arroser un peu. Bon, après, il dit on a accepté la médiation du tribunal, du président du tribunal des activités économiques, donc dans le cadre d'Azone. Voilà, et il parle après du passage d'informations entre présidents. Les présidents qui râlaient, vous nous dites pas tout. Il dit ouais, mais attendez, il y a des clauses de confidentialité, c'est comme ça, on peut pas faire ce qu'on veut. Bon, voilà comment il se défend. Et sur la somme réclamée par DAZN, tu sais, les 500 millions que réclame DAZN, lui il dit que c'est un grand bluff et que c'est juste une affaire de com de la part de DAZN. Voyez bien quand même que l'homme qui dirige le football français est un menteur. Objectivement, factuellement, quand il dit que le problème vient de Mediapro, ça n'est pas vrai. Derrière, c'est lui qui a mené les négociations avec d'autres diffuseurs, c'est lui qui a fermé la porte à Canal+, c'est lui qui a tout misé sur beIN, c'est lui qui a cru que beIN mettrait 700 millions, c'est lui qui est allé se coucher dans ce fameux dîner à l'Élysée. Il donne des interviews
avec son ami Étienne Moati dans l'équipe. Il vient faire une déclaration qui est truffée de mensonges. Et on a cet homme-là, et personne n'est capable de dire, ni Philippe Diallo, ni vous, les présidents le font en off, oui, il faut changer notre gouvernance. Mais pas le mode de gouvernance, le machin. Non, il faut, comme l'a dit CVC, qui eux au moins ont eu le courage de le dire, ils l'ont dit dans la réunion, vous étiez là, vous l'avez entendu, et il faut qu'il s'en aille et qu'on reparte à zéro. Il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Pourquoi personne ne veut le dire? Pourquoi il n'y a que nous qui le disons et tout le public, toute la France, tous les gens qui aiment le foot savent que c'est lui le point mort de l'histoire? Écoutez, aujourd'hui, c'est un président qui a été élu démocratiquement par ses pairs et pour autant, aujourd'hui a été décidé un groupe de travail sur la gouvernance qui va travailler à ces évolutions de la gouvernance. Donc aujourd'hui, les instances, elles sont quand même autonomes dans leur gestion et ça, c'est forcément dans le respect des textes, moi je le respecte. En revanche, elles ne sont pas complètement indépendantes, comme vous le savez, on a parlé de la délégation tout à l'heure et donc du coup... Est-ce que vous avez le droit de dire il a mal travaillé? Non, je ne peux pas porter un jugement sur une organisation qui a sa propre gouvernance et qui rend des comptes à sa gouvernance. Elle ne me rend pas directement des comptes. Non, mais même s'en rendre compte en tant qu'observateur, comme nous, on observe les choses, on voit bien que la crise actuelle a été provoquée par... Daniel, nous, on est un peu plus libre pour porter des jugements. Si j'étais ministre des Sports, je ne suis pas certain que je dirais qu'il faut virer l'Orléanais de la Ligue. Expliquez-moi, parce que je suis complètement débile. Je ne serai pas ministre des Sports. Pourquoi la ministre des Sports c'est peut-être pour ça que tu ne seras pas ministre des Sports, n'est pas libre de dire ce qu'elle veut sur un sujet? Pardon, expliquez-le moi, je suis trop moi, bête je suis pour pas le l'attaché de presse ministre des Sports, mais je pense que si tu étais ministre des Sports, tu dirais pas ça, et si tu dis ça, tu seras pas ministre des Sports. Désolé, Daniel. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Là, pour revenir à l'un des points que tu viens d'évoquer, et après on parlera arbitrage. Là, quand même, pour revenir dans le fond, et effectivement, ça revient à ce que dit Labrune, ce qui est toujours gênant. Il fait une analyse d'un des points que soulève DAZN, qui est que les clubs ne s'ouvrent pas assez. C'est un vrai sujet quand même, parce que c'est vrai que moi je travaillais sur le service public et c'est vrai que quand on avait de bonnes relations avec les fédés avant les JO, on a comme de très belles choses inside, à l'INSEP, sur l'entraînement, sur tout ça qu'on n'a pas dans le foot. C'est vrai que là, quand il dit non, il n'y a pas de problème, tout de suite, il met la barrière, alors qu'il pourrait dire oui, c'est vrai, on va travailler pour que les clubs s'ouvrent. Mais ça, c'est un sujet qui va être travaillé dans le cadre du storytelling du foot. On a vu un truc sur Bein qui était très bon, sur Rochberg, qui est un formidable acteur du championnat de la Ligue 1, qui parle français, qui a des. Mais ils ont fait des commissions, les commissions. Laissez répondre la ministre, s'il vous plaît. Moi, ce que je pense, c'est que sur ce groupe de travail modèle économique, il faut mettre ce sujet, parce que ce sujet, il est important. Mais vous voyez que le président déjà dit qu'il n'y a pas de sujet. Mais je pense que le groupe de travail va quand même se plancher sur le sujet, puisqu'on ouvre un groupe de travail, c'est bien pour discuter de certains points. Et l'implication des clubs pour vraiment contribuer à des contenus, à des récits. Aujourd'hui, on a besoin de quoi? On a besoin d'un récit du football professionnel. On raconte des histoires, vous passez vos soirées à débattre de ce récit-là. Mais ce récit, il faut l'alimenter et il faut donner aussi aux acteurs la parole pour qu'ils racontent ce récit. Et puis, vous savez combien c'est important aujourd'hui dans la consommation des personnes, des jeunes notamment. On n'est plus sur seulement la télé, on est sur des contenus digitaux sous toutes ses formes et des insights et des à côté. Je m'inquiète. Et donc, quand j'entends le président qui dit ce soir, qui dit avant que ça commence, qui dit c'est pas un sujet, déjà les clubs s'ouvrent suffisamment. Écoutez, en tout cas, moi je trouve qu'il y a un groupe de travail. Là, vous pourriez dire par exemple, non, là je suis pas d'accord avec le président Labrune. On va voir ce que va faire le groupe de travail sur ce sujet. Bon, encore deux sujets importants quand même, Madame la Ministre. L'arbitrage et le foot amateur, parce qu'il y a pas mal de sujets aussi liés au foot amateur. Et là, on parle plus de la Ligue, on parle de la Fédé en direct. On en reparle tout de suite. On se retrouve dans moins de 2 minutes dans l'after. Bon, on a un gros dossier arbitrage. On a encore vu hier ce qui s'est passé à Lyon. On va en reparler après 23h. Vous, quand vous voyez ça aussi, vous devez vous dire mais c'est incroyable. Un président qui pète un plomb littéralement là, il y a quelques jours, en l'occurrence Pablo Longoria à Auxerre. Le week-end suivant, un entraîneur qui vient se mettre nez contre nez avec un arbitre. Les arbitres, tout de suite, d'ailleurs, ramènent tout ça au foot amateur. Les mais en fait, évidemment, dès que ça se passe chez les pros, ça redescend. Donc, c'est une catastrophe. Là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que le constat, on va le faire tous ensemble, que c'est une cata. Je veux dire, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est le contexte global. Moi, je mets tout dans le même sac. Vous n'étiez pas encore ministre. Donc, je vais demander à Marie Barsac, si tu veux. Non, c'est vrai que sur le sujet de l'arbitrage, moi, j'ai vraiment apporté tout mon soutien aux arbitres. Je les ai rencontrés d'ailleurs la semaine dernière. C'était vraiment important de leur témoigner tout notre soutien parce que vous l'avez dit, évidemment, les arbitres, c'est d'abord une valeur cardinale du football, mais du sport en général. On doit respecter les arbitres. Et puis surtout, dans le sport pro et donc dans le football professionnel en particulier, on se doit d'être exemplaire parce qu'on sait très bien qu'il y a un mimétisme entre ce qui se passe à la télé ou dans les stades et dans les stades amateurs. Moi, j'ai
dirigé le football amateur pendant 5 ans, et donc j'ai très bien vu ces sujets de mimétisme. Il y avait déjà des sujets à l'époque, il y en a toujours, et vraiment, les acteurs du football professionnel ont une responsabilité énorme, du président aux dirigeants, à l'entraîneur, au staff, aux joueurs. Et là, il y a vraiment un sujet sur l'arbitrage. Donc, j'ai l'impression que ce sujet est bien pris. En tout cas, la fédération, Philippe Diallo annoncera des mesures. Il en a parlé très rapidement tout à l'heure à la réunion sur l'arbitrage en particulier. Il y a des sujets quand même aussi d'évolution qui vont être nécessaires. Le sujet de la sonorisation, par exemple, c'est quand même un sujet qui méritera d'être débattu. Ce n'est pas à moi d'en décider. Encore une fois, c'est les instances du football vous qui avez en pensé décidera. qu'on est en raid, mais c'est Vincent Labrune qui ne voulait pas le financer, parce que ça coûtait trop cher. Alors là, je ne savais même pas ce détail, mais peu importe. Je trouve qu'aujourd'hui, il faut se poser en tout cas toutes les questions pour améliorer les choses et faire de la pédagogie comme on peut le voir. Moi, je connais bien le rugby par ailleurs. Le rôle des arbitres en termes de pédagogie vis-à-vis des joueurs pour leur expliquer et expliquer aux spectateurs, pour faire comprendre les décisions des arbitres, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important pour le foot pro, mais surtout pour que le foot amateur le comprenne et que du coup, on pacifie aussi les rencontres dans le foot amateur. Parce qu'il y a vraiment un climat délétère dans beaucoup de clubs autour des arbitres, et ça il faut vraiment travailler sur ce sujet. Il n'y a plus d'arbitres, on en parlait avec Kevin Diaz. Ça ne serait pas également le rôle du patron de la LFP d'intervenir suite à ce qui s'est passé hier, mais également la semaine prochaine, pour en gros envoyer un message. Bon, je vais faire très simple, bon, tout le monde va se calmer, c'est ce qu'on voit sur les terrains en ce moment est inadmissible. Juste un mot, une phrase, plutôt qu'un communiqué, une prise d'antenne, qu'on sache que le président de la LFP est un patron. Là, encore une fois, il est totalement défaillant. Il ne dit jamais rien sur aucun sujet. En quoi vous pouvez les aider concrètement, les arbitres ? Alors, je les ai aidés déjà à porter le soutien public, c'est important. Passer un message pour expliquer aussi qu'il y a des actes qui sont inadmissibles. Et donc, il se trouve que j'avais rendez-vous avec M. Longoria cette semaine-là, donc 2 jours après le week-end. Il a regretté auprès de vous ce qui s'est passé ? Tout à fait. Et il m'a présenté ses excuses. Il m'a expliqué que son comportement était vraiment totalement hors sujet, inadmissible. Donc, il était contrit, sincèrement, quand je l'ai rencontré. Je crois qu'il s'est largement exprimé sur le sujet, notamment en commission de discipline. La commission de discipline a fait son travail. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que le week-end d'après, on est de nouveau une sortie de route vraiment caractérisée. Nous, on a le sentiment que tout est lié, qu'il y a une espèce d'effervescence, de tension à tous les étages, en fait, qui donne tout ça. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, Philippe Diallo a tenu le même discours. On a vraiment insisté largement sur ce sujet-là, sur l'exemplarité et le comportement. Le comportement doit être exemplaire, et notamment vis-à-vis des arbitres qui ont un rôle majeur à jouer si on parle de spectacle, puisque dans le foot pro, dans le spectacle sportif, les arbitres sont un acteur majeur, et donc on se doit de les respecter et de changer de comportement à leur égard. Je me permets une proposition, parce qu'on est toujours très sensible, nous aussi, aux arbitres. Et dans le foot amateur, il n'y a plus d'arbitres. Vous savez que les règles veulent que dans certains clubs, on ait un certain nombre d'arbitres pour pouvoir monter de division, parce que c'est pour aider à ce qu'on forme des jeunes, quoi. Oui, bien sûr. Et la vocation des arbitres, franchement, il faut vraiment être ultra motivé. Alors un arbitre, hier on en parlait avec Kevin Diaz, et apparemment il 80 € pour aller arbitrer un match. Bon, peut-être pas chez les jeunes, voilà, on parle de seniors. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revaloriser ça, de dire tiens, pour susciter des vocations, je sais pas moi, on va doubler la prime aux arbitres. Cracher dessus pour 100 balles au lieu de 80, ça va le motiver. Mais non, mais je veux trouver des solutions. Je ne suis pas sûre que ce soit que des sujets financiers. Je pense qu'il y a aussi le respect des arbitres. Ça passe pas que par l'argent qu'on leur donne, ça passe aussi par la façon qu'on a de les présenter dans le spectacle. Et aussi donner des moyens pour sanctionner ceux qui commettent des infractions et ceux qui agressent les arbitres. Et là, encore une fois, il y a des réformes qui sont en cours. Philippe Diallo, je crois, s'est exprimé sur le sujet pour mettre davantage de caméras pour avoir un effet dissuasif aussi pour tous ceux qui veulent agresser les arbitres. C'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir un niveau de tolérance zéro sur toutes les agressions d'arbitres, dans le foot pro comme dans le foot amateur. Et ça, c'est une éducation aussi sur l'arbitrage. Vous le savez, dans le foot amateur, il y a aussi beaucoup de programmes pour encourager les enfants et les jeunes à s'auto-arbitrer, à prendre des responsabilités d'arbitre. Ça, c'est des choses qu'il faut continuer à travailler, mais longtemps. C'est-à-dire pas quand ils sont que tout petits, quand ils sont ados. Il y a crise de vocation en fait aujourd'hui, oui, c'est ça le problème. Mais parce qu'il faut aussi valoriser le rôle des arbitres. Et on a, en plus en France quand même, il faut le dire, on a des arbitres incroyables qui sont reconnus comme les meilleurs arbitres. C'est marrant parce qu'ils sont très bons quand ils arrivent dans la Coupe d'Europe et en Liga moins. Frappard, c'est quand même des articles incroyables. Le climat une nouvelle fois. Oui, mais ce sont des arbitres, c'est des stars de l'arbitrage. Et il faut qu'on en ait conscience aussi. Et donc ce travail-là est vraiment important.
Un mot du foot amateur, parce que bon, il y a quasiment tous les week-ends, il y a des faits divers. Il y a eu un très grave en Ile-de-France il y a quelques jours, avec une bande de jeunes là, qui est venue agresser. Encore hier, je reçois tous les week-ends des messages sur Insta de clubs amateurs qui me disent est-ce que tu peux parler de ça? On s'est fait agresser là, toutes les semaines, partout. On a l'impression que c'est en insoluble. l'occurrence, il fallait avoir ministre des Sports et ministre de l'Intérieur, côte à côte, pour régler ce problème. Peut-être qu'il faut travailler ensemble, mais est-ce que vous voyez des solutions Alors, on dit toujours, OK, c'est peut-être un petit pourcentage de matchs qui est concerné, mais enfin, malgré tout, à chaque fois, c'est grave. C'est vrai, vous avez quand même raison de le souligner, parce que c'est quand même 30 000 matchs par week-end, et il y a effectivement quelques matchs où il y a des actes graves, et c'est tout à fait condamnable, et il faut agir, ça c'est certain. Il y a quand même aujourd'hui un climat d'ambiance en dehors des stades de foot qui est compliqué. Enfin, vous avez remarqué comme moi qu'il y a des tensions sociales, il y a beaucoup d'agressivité quand même dans notre société, et malheureusement on le retrouve dans les terrains de foot et le dimanche ou le samedi dans le foot amateur. Là aussi, il faut travailler, et les instances du foot le font, à identifier pour faire de la prévention. Il y a, vous savez, des systèmes d'identification des matchs à risque, il y a un observateur de comportement pour identifier les matchs allés, pour prévenir les matchs retour, trouver des solutions. Il y a beaucoup aussi d'actions éducatives avec le programme éducatif fédéral. Il y a beaucoup d'interventions et de formation aussi des dirigeants pour savoir comment réagir face à toutes ces agressions. C'est pas encore assez, parce qu'aujourd'hui, on est effectivement dans une société assez tendue quand même, mais il ne faut rien lâcher sur ces enjeux-là. En tout cas, je crois que la Fédération française de football le fait. Dernier dossier. Vas-y. On est en période de Ramadan, et comme chaque année, la polémique, nous, c'est pas encore arrivé, mais nul doute qu'il va bien y avoir quelqu'un pour faire une déclaration et nous obliger à débattre du sujet. Je crois que néanmoins aujourd'hui, le sujet a été évoqué dans le foot amateur, où le message a été passé de ne pas interrompre les matchs pour rompre le jeûne. Ces questions-là, tous les ans reviennent. Il y a eu le fameux dossier des filles qui voulaient jouer. Les hijabeuses. Les hijabeuses. Qui voulaient jouer avec le voile. Quelle est votre position sur ces questions, sur la place du fait religieux dans le sport? Peut-on sortir par le haut de ces difficultés? On a l'impression qu'on avance sans réellement avancer. Et qu'on a, pardon Daniel, je poursuis ta question, mais qu'on a beaucoup de retard, par exemple, sur ce qui se fait au Royaume-Uni, où par exemple, c'est pas un sujet, il y a des interruptions de match, ça prend 3 minutes, le jeûne est rompu, on reprend le jeu. Je parle au niveau professionnel, mais ça peut tout à fait se faire au niveau amateur également. En France, c'est toujours un sujet qui crispe un peu. Je ne suis pas sûre que ce soit un sujet de retard, mais plutôt un sujet de crispation, d'enjeux un peu différents en Angleterre par rapport à la France. On n'a pas la même approche sur ces enjeux. En France, le sujet de la laïcité prend beaucoup de place, et on a aussi une interprétation de la laïcité qui n'est pas toujours celle qu'elle devrait être. La laïcité, c'est la liberté de croire, et pour autant, on voit qu'il y a aussi des tendances à vouloir, par la laïcité, être très répressif sur un certain nombre de sujets. Donc c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, dans le champ du sport, en fait, on a un arrêt du Conseil d'État qui s'est exprimé pour expliquer quelles étaient les circonstances dans lesquelles on pouvait ou pas afficher un signe religieux. Et donc, certaines fédérations, comme la Fédération française de football, ont légiféré dans leur statut sur le sujet. Pardonnez-moi, est-ce que la grande difficulté sur ces questions, c'est finalement de faire la part des choses? On a bien compris que dans le cas des filles avec le hijab, elles jouaient au foot sans réellement jouer au foot, et c'était surtout une action de revendication politique qu'il y avait derrière. Ce qui ne va pas être le cas pour 3, 4 joueurs, 5 joueurs ou 6 joueurs qui, au moment de la 80e minute, veulent aller prendre un petit truc pour rompre le jeûne. On a envie de dire, qu'est-ce que ça peut nous faire après tout? Oui. Où est le problème? Et ce ne sera pas non plus la même chose, ou ce sera même plutôt la même chose avec le gars qui veut jouer avec un collant, alors que j'ai vu que même là-dessus, on a été obligé de formaliser une règle. Et puis s'il fait froid, on fait sauter la règle. Et puis s'il se remet à faire un petit peu chaud, on interdit le collant. Enfin, on s'y perd, là, ça devient complètement n'importe quoi. Et finalement, le cœur du problème, c'est à quel moment ça devient un geste politique et on ne va pas être d'accord, et à quel moment ça va juste être le geste de quelqu'un qui exprime sa croyance et qu'on ne va pas l'emmerder pour ça. Et cette frontière-là, en fait, on n'arrive pas en fait à la poser. Même finalement, même un peu pour la rupture. Parce que toi, tu disais c'est facile, c'est facile. Ok, mettons que ce soit si facile que ça. C'est 1 minute, c'est 2 minutes. Et s'ils sont. Tu vois, combien de temps on va arrêter ça? Est-ce qu'il faudra le stipuler dans un texte?
comment en fait on va se sortir de toutes ces questions-là? C'est ça. Moi, j'arrive pas à avoir de réponse claire là-dessus. Oui, vous avez raison, c'est des sujets de société en fait, et des questions qui se posent aussi dans le champ du sport. Moi, ce que je crois en tout cas, parce que vous me demandez mon avis, c'est que quand même, et vous parlez des jeunes filles, le sport est un outil d'émancipation incroyable. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que par le sport, on peut aussi sortir de son quartier. Dans des rencontres sportives, on sort de chez soi. Quand on habite en ville, on va à la campagne et vice-versa. C'est aussi le sport un outil d'émancipation pour se prouver des choses à soi-même, pour se lancer des défis, pour aller à la rencontre de l'autre. Sauf si elles sont instrumentalisées par et si elles se cachent derrière de lourdes revendications politiques. Oui, en fait, il faut arriver à faire la part des choses, c'est-à-dire à quel moment il s'agit d'un acte de prosélytisme ou de séparatisme. Et là, il y a des clubs, mais c'est assez marginal, où ces actes existent. Et là, il faut vraiment taper fort, tolérance zéro. Il faut intervenir parce que ces actes-là n'ont aucune place dans le secteur du sport, ça c'est évident. Et puis, il faut aussi laisser la pratique accessible à toutes et tous. Et ça me semble aussi important. Donc, il faut trouver effectivement les bonnes voies de passage il faut trouver sur ces deux enjeux. Et qu'on est confronté chaque année aux mêmes difficultés, aux mêmes polémiques, et les clubs professionnels s'organisent et se démerdent face à ces questions-là. Oui, après vous avez les fédérations internationales. Alors vous cherchez des solutions. Vous voyez les fédérations internationales, elles ont trouvé une ligne de crête, de code partage sur le sujet de la sécurité de la pratique. C'est-à-dire à un moment donné, si le port du voile, par exemple pour les femmes, me met en danger, et donc du coup parce qu'on peut m'attraper par le voile et donc du coup je risque un étranglement. C'est une façon un peu hypocrite de régler le problème. En fait, c'est quand même non, parce qu'on cherche des voies de comment on traite de ces sujets-là. Mais c'est pour pas rentrer dans le sujet de base, quoi. C'est avec ou sans le voile. Alors on dit s'il y a un problème de sécurité, ce sera plutôt sans. Après tout, il faut assumer. Mais quand vous êtes une fédération internationale, il est compliqué d'avoir une approche par la religion, parce que vous parlez au monde entier. Attention, la FIFA autorise des femmes voilées jouer pendant la Coupe du Monde. La France, Nico Villas a écrit un bouquin sur le sujet, foot et religion, et la France est le seul pays qui est aussi à cheval sur les règles sur les signes religieux. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'Angleterre, en fait. C'est plus un sujet de société qu'un sujet sportif, en fait. C'est pas un fait sportif, c'est pas le sport qui fait exception. Là, c'est plutôt notre compréhension de ces enjeux-là dans la société qui fait que ça se traduit dans le champ du sport. On a l'impression que là, depuis le début, on évoque vos champs d'application. On a l'impression que là, la Fédé a plus suivi en fait des directives de l'État que vraiment pris l'initiative sur ces. Oui, parce que je pense que les fédérations, elles sont dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles sont dans des logiques d'ouverture maximale et d'accès à toutes et tous à la discipline. Et après, elles sont quand même, se posent quand même des questions sur ces enjeux de société, parce que toute la société se les pose, ces questions aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu, Marie Barsac. Merci. Avec plaisir. Et on suit donc ces comités de travail qui vont se mettre ces groupes de travail qui vont se mettre au boulot. On l'espère assez vite. À très bientôt dans l'after. Oui. Dans ces groupes de travail. À bientôt. Jean-Pierre Gaillot n'a obtenu aucun poste. Non, Jean-Pierre River. On ne sait pas. Le Jean-Pierre, pas la composition. Merci beaucoup. Bonne soirée. À très vite.